Pour la fête des mères, ma mère m'a facturé 347 000 $ devant toute la famille. J'ai répondu avec une photo. Le lendemain, 47 proches l'avaient bloqué. Mais la 48e, grand-mère, a fait bien pire. Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 28 ans. Lors de la dernière fête des mères, ma mère m'a envoyé une facture de 320 000 €. L'objet de l'email disait « Le coût pour élever une déception ». Elle a mis en copie les 48 membres de notre famille, chaque tante, oncle, cousin et membre par alliance, de Brest à Strasbourg. Elle pensait que j'allais pleurer. Elle pensait que je m'excuserais. Elle pensait que je me ferais toute petite, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, j'ai répondu avec une seule photo. Le lendemain matin, 47 d'entre eux l'avaient bloqué. La 48e personne, ma grand-mère, ne l'a pas bloqué. Elle a fait bien pire. Je travaille comme analyste financière dans un cabinet d'expertise comptable à Paris. Les chiffres ont du sens pour moi. Ils ne mentent pas. Ils ne font pas de favoritisme. Ils ne vous disent pas une chose pour en penser une autre. Les gens, en revanche, surtout ma famille, c'est une autre histoire. Mon appartement est petit, 55 mètres carrés à Nanterre. Rien de luxueux, mais c'est le mien. Je paie mon loyer seul depuis mes 22 ans. Aucune aide de personne. Ma sœur Valérie, de 3 ans mon aînée, vient d'acheter une maison bourgeoise à Versailles. Nos parents lui ont offert l'apport, 75 000 €, emballé dans un joli « Nous sommes si fiers de toi ». Je l'ai découvert via son post Instagram. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai reçu un SMS de maman. Félicitations. Avec 3 semaines de retard. Pas de point d'exclamation. Quand Valérie est devenue associée junior dans son cabinet d'avocat, ils ont organisé une fête. Champagne, traiteur. Toute la famille a fait le déplacement. Je ne dis pas ça pour me plaindre. J'ai arrêté d'espérer autre chose il y a longtemps. On apprend à mesurer sa valeur à travers les choses qu'on peut contrôler, son travail, son compte épargne, la paix de son propre espace. Maxime, mon petit ami depuis 2 ans, me demande parfois pourquoi je continue d'aller aux réunions de famille. Pourquoi je décroche quand ma mère appelle. Pourquoi je laisse ses remarques glisser sur moi comme de l'eau. Je n'ai jamais de bonne réponse. Peut-être qu'une partie de moi continuait d'espérer. Peut-être qu'une partie de moi pensait que si je faisais plus d'efforts, si je restais plus silencieuse, si je causais moins de problèmes, elle finirait par me regarder comme elle regarde Valérie. Travailler dans la finance m'a appris une leçon importante, les chiffres ne mentent pas, les gens si. Je ne savais juste pas à quel point ma mère mentait jusqu'à l'année dernière. Le schéma a commencé bien avant que je puisse le nommer. Lors de ma remise de diplôme en 2019, je suis monté sur l'estrade de l'université Paris-Dauphine, mon master en finance avec mention très bien en main. J'ai cherché ma famille dans la foule. Papa était là, souriant, faisant signe. Le siège à côté de lui était vide. Maman était tombée malade ce matin-là. Une migraine, a-t-elle dit. Trop sévère pour faire le trajet. Une semaine plus tard, elle s'envolait pour Monaco pour la cérémonie de remise de prix du cabinet de Valérie. Elle a posté 12 photos sur Facebook. Si fière de ma brillante fille avocate. J'ai liké le post. C'est ce qu'on fait. En grandissant, Valérie était notre future avocate. J'étais la difficile. Valérie recevait des éloges pour ses notes. Moi, on me demandait pourquoi les miennes n'étaient pas plus hautes. Les réussites de Valérie étaient célébrées. Les miennes étaient attendues ou ignorées. Papa essayait, à sa manière silencieuse. Il me tapotait l'épaule après les commentaires acerbes de maman. Ta mère ne pense pas à mal, disait-il. Elle a juste plus de mal à l'exprimer avec toi. Je le croyais, avant. Quand le moment est venu d'aller à l'université, Valérie et moi étions censés avoir des fonds pour nos études. Grand-mère et grand-père les avaient mis en place quand nous étions enfants. Le même montant pour chacune de nous. Valérie a fini ses études sans dette. J'ai fini avec 60 000 € de prêt étudiant. Maman m'a dit que mon fonds s'était épuisé plus vite à cause de dépenses imprévues au lycée. Des cours particuliers, disait-elle, des colonies de vacances, des choses dont j'avais besoin. Je n'ai pas remis ça en question à l'époque. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma mère.
Mais les chiffres ont une façon de dire la vérité, même quand les gens ne le font pas. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder les chiffres. 2 semaines avant la fête des mères, maman a annoncé son plan. Une réunion de famille. Pas juste notre famille proche, tout le monde. Tous les oncles et tantes, tous les cousins, leurs conjoints et leurs enfants. 48 personnes au total rassemblées dans la ferme normande de grand-mère Élise. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis, a dit maman dans le groupe WhatsApp familial. Faisons de cette fête des mères un moment spécial. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Maxime préparait le dîner quand je le lui ai dit. Il s'est arrêté, spatule en main. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit. C'est ma mère. Ça ne veut pas dire que je sais. J'ai pris le téléphone de sa main, je l'ai posé. Je sais. Le lendemain, Valérie a appelé, mielleuse comme tout. Et, tu viens tôt pour aider à installer, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce qui signifie que j'arrive à l'aube pour cuisiner et nettoyer pendant qu'elle débarque à midi avec une bouteille de vin hors de prix et une robe de créateur. Bien sûr, ai-je dit. Comme d'habitude. Après avoir raccroché, je me suis assise devant mon ordinateur portable. Il y a un dossier que je garde enfoui 3 niveaux plus bas. Je l'ai nommé l'assurance. Juste un mot, juste une précaution. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Ce soir-là, je l'ai ouvert. 3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, un tableur. Je les collectionnais depuis 3 ans, depuis que j'étais tombé sur quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je me disais que je les gardais juste au cas où, que je ne les utiliserais probablement jamais. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher, mais je ne pouvais pas dormir. Quelque chose dans la façon dont maman avait annoncé ce rassemblement, l'ampleur, le timing, la façon dont elle avait insisté pour que tout le monde vienne, ça ressemblait à une mise en scène. Je ne savais juste pas que j'en étais la chute. Le matin de la fête des mères, je suis arrivé à la ferme de grand-mère Élise à 7 heures. Le soleil se levait à peine. La rosée s'accrochait à l'herbe. La vieille bâtisse en pierre ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Le genre de maison qui contient des générations de souvenirs. Pas tous bons. J'ai passé les 4 heures suivantes à cuisiner, nettoyer, arranger les fleurs, dresser la longue table dans la salle à manger avec la belle porcelaine, 48 couverts, 48 serviettes en tissu, 48 chances que quelque chose tourne mal. Valérie est arrivée à 11h30. Elle est entrée vêtue d'une robe en soie crème, portant un bouquet de pivoine qui coûtait probablement plus cher que mon budget course mensuel. Elle a embrassé maman sur les 2 joues. Elle a complimenté les décorations, celles que j'avais installées. Tout est parfait, a-t-elle dit à maman. Tu t'es surpassé. Maman a souri. J'ai eu un peu d'aide. Elle ne m'a pas regardé en le disant. À midi, la maison était pleine. Des oncles et tantes que je voyais une fois par an. Des cousins que je connaissais à peine. Leurs enfants courant dans les couloirs, le bruit, les rires et l'odeur du rôti que je préparais depuis l'aube. Maman se déplaçait dans la foule comme une reine, acceptant les étreintes, acceptant les compliments, acceptant la lumière. Je restais près de la cuisine. Pendant la photo de famille, maman a positionné tout le monde sur les marches du perron. Elle a placé Valérie juste à côté d'elle. Quand je me suis avancé, elle m'a jeté un coup d'œil. Camille, chérie, mets-toi derrière. Tu es plus grande, tu vas cacher tout le monde. Je me suis mise derrière. C'est là que grand-mère Élise est apparue à côté de moi. Elle m'a serré le coude. Sa poigne était ferme pour une femme de 78 ans. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, tiens bon. Tu m'entends? Je ne comprenais pas. Pas encore. Les toasts ont commencé après le déjeuner. Oncle Robert a commencé, levant son verre au cœur de notre famille. Tante Patricia a suivi avec des larmes dans les yeux, parlant de sororité. Cousin après cousin s'est levé, louant les mères, louant maman spécifiquement, louant la femme qui avait tout sacrifié. Je suis restée silencieuse. J'avais appris il y a longtemps que ma voix n'était pas désirée dans ces moments-là. Puis maman s'est levée. Elle a lissé sa robe lavande. Elle a pris son verre de vin. La pièce est devenue silencieuse avec une révérence rodée. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé.
Sa voix portait ce ton chaleureux et répété, celui qu'elle utilisait pour son public. Être mère est le travail le plus gratifiant au monde, mais aussi le plus difficile. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. J'ai été béni avec deux filles très différentes. Elle a fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. L'une qui m'a rendu fier chaque jour, et l'une qui m'a mise à l'épreuve. Les yeux se sont tournés vers moi. Je les sentais comme une brûlure. J'ai longuement réfléchi à la manière d'exprimer ce que la maternité signifie vraiment, les sacrifices que nous faisons, les coups que nous supportons. Elle a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone. Alors, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un cadeau, pourrait-on dire, pour vous tous et pour une fille en particulier. Son pouce a bougé sur l'écran. Autour de la pièce, les téléphones ont commencé à vibrer. Digne après digne après digne. 48 notifications en succession rapide. Je veux que tout le monde voie exactement ce que ça a coûté, a dit maman, ses yeux trouvant les miens. D'élever une déception. La pièce s'est figée, et dans ce silence, j'ai compris ce que grand-mère Élise avait essayé de me dire. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une exécution. 48 téléphones se sont allumés simultanément. J'ai regardé les mains attraper les appareils, les visages se pencher vers les écrans, les expressions passer de la curiosité au malaise, puis au choc. L'objet de l'email, le coup pour élever une déception. Le corps du mail, un tableau détaillé, 28 ans de mon existence réduit à des lignes comptables. Frais de clinique privée pour la naissance, 12 400 €. Couche, 2 premières années, 2 800 €. Vêtements d'enfance, 15 600 €. Appareil dentaire, 8 000 €. Colonie de vacances, 4 500 €. Première voiture, 12 000 €. Logement et nourriture pour les études, 48 000 €. Facture de téléphone, 8 400 €. Et ainsi de suite. Total, 320 000 €. Maman a lu des sélections à haute voix, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Orthodontie, 8 000 €. Est-ce qu'elle dit jamais merci? Fête d'anniversaire, 1 200 € sur 18 ans. A-t-elle jamais apprécié une seule d'entre elles? Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a bougé sur sa chaise. Je restais figé près de la porte de la cuisine. 48 paires d'yeux sur moi. Certains apitoyés, certains amusés, certains détournant le regard par malaise. Voilà ce qu'une enfant ingrate coûte, a continué maman. Voilà à quoi ressemble la déception en euros et en centimes. Elle avait encadré une copie imprimée, littéralement encadrée, dans un cadre doré assorti à la déco de grand-mère. Elle a marché vers la cheminée et l'a accrochée juste à côté du portrait de famille. Un rappel, a-t-elle dit en se retournant pour me faire face. Pour nous tous. La pièce attendait que je pleure, que je m'excuse, que je rapetisse. Je l'avais déjà fait. À chaque réunion de famille, chaque fête, chaque appel téléphonique, j'avais avalé l'humiliation et souri malgré tout. Mes mains auraient dû trembler. Elles ne tremblaient pas. Parce qu'enfoui dans mon téléphone se trouvait un dossier nommé Assurance, et maman venait juste de me donner la permission de l'ouvrir. Pendant 10 secondes, je n'ai pas bougé. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé maman se prélasser dans ce qu'elle pensait être une victoire. J'ai laissé la pièce retenir son souffle collectif, attendant le scénario familier. Camille s'excuse. Camille pleure. Camille met tout le monde mal à l'aise. Et maman joue la mère qui souffre depuis si longtemps. J'ai joué ce rôle pendant 28 ans. Pas aujourd'hui. Mon esprit a vu défiler des souvenirs. Chaque Noël où mes cadeaux étaient des oublis rattrapés à la dernière minute. Chaque bulletin scolaire qui valait des critiques au lieu d'éloges. Chaque fois où j'avais dit « je suis désolé » d'exister d'une manière qui la dérangeait. J'ai pensé aux nuits passées dans mon appartement à fixer des dossiers bancaires que je ne comprenais pas. Les appels avec les agents des impôts à propos de déclarations que je n'avais jamais remplies. Les demandes d'appartement rejetées à cause d'un dossier bancaire plombé que je n'avais pas mérité. J'ai pensé au dossier sur mon téléphone. 3 fichiers. 3 ans de documentation silencieuse. 3 chances de prouver que l'histoire de la déception n'était pas juste injuste. C'était une couverture. J'ai regardé autour de la pièce. Valérie chuchotait quelque chose à son mari,
un sourire en coin sur le visage. Papa fixait son assiette. Grand-mère Élise était assise parfaitement immobile, ses yeux sur moi. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. Ma main est allée vers mon téléphone. Je l'ai ouvert, navigué après l'écran d'accueil, après les applications, après les dossiers. Il était là. Assurance. 3 fichiers à l'intérieur, une capture d'écran, un PDF, un tableur. Mon cœur était calme, ma respiration était stable. Maman, ai-je dit. Ma voix a coupé le silence comme une lame. Plus qu'on partage des chiffres aujourd'hui, j'en ai quelques-uns à moi. Le sourire en coin sur son visage a vacillé. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'ai souri, le premier sourire sincère que je portais de la journée. J'équilibre les comptes. J'ai marché vers le centre de la pièce. Chaque pas résonnait sur le parquet. Les conversations s'étaient complètement tues. Même les enfants dans le couloir s'étaient tus, sentant quelque chose dans l'air. Gardez vos téléphones à portée de main, ai-je dit. Ma voix était stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais lors des présentations clients. Parce que je suis sur le point de vous envoyer quelque chose aussi. Camille, peu importe ce que tu penses faire, le ton de maman avait changé. Une pointe d'avertissement. Ce n'est pas le moment. En fait, c'est le moment parfait. Je me suis arrêté à côté d'elle, assez près pour voir le mascara qu'elle avait soigneusement appliqué. Assez près pour voir la première lueur de peur sous sa confiance. Tu as calculé ce que je t'ai coûté, maman. Il semble juste que je calcule ce que tu m'as coûté. J'ai ouvert mon application mail, sélectionné les 48 contacts familiaux. Camille, je fais exactement ce que tu m'as appris. Je l'ai regardé dans les yeux, soutenant son regard. Je montre les reçus. J'ai appuyé sur envoyer. Le cœur familier des sons de notification a rempli la pièce. Digne, digne, digne. L'un après l'autre, se propageant dans la foule comme des dominos qui tombent. Le visage de maman a légèrement pâli. Qu'est-ce que tu viens d'envoyer? La vérité. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Tu as des chiffres, maman. J'ai des documents. Un mouvement a attiré mon attention. Grand-mère Élise s'était levée de sa chaise, mais elle ne bougeait pas pour arrêter ça. Elle tirait son siège plus près. Premier rang. Quelques parents ouvraient déjà l'email. J'ai vu leurs expressions changer. De la confusion d'abord, puis autre chose. Oncle Robert a été le premier à lever les yeux vers maman avec une expression différente. Linda, a-t-il dit lentement. C'est quoi ça? Le calme de maman s'est fissuré juste un instant. Le spectacle était sur le point de devenir intéressant. Maintenant, avant de vous montrer exactement ce qu'il y avait dans cet email, je dois demander, combien d'entre vous ont un dossier comme le mien? Des preuves que vous avez collectées, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Mettez un 1 dans les commentaires si vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous regardez ça tard le soir, incapable de dormir parce qu'un drame familial vous tient éveillé, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et traversons ça ensemble. Ok, retour à cette salle à manger. L'email contenait 3 pièces jointes. J'ai commencé par la première. Maman, tu m'as facturé mes études supérieures dans ta petite note. Logement, livres, frais de vie. J'ai fait une pause. Mais voilà le truc. J'ai payé mes études moi-même. 60 000 € de prêt étudiant. Je les rembourse encore. Des murmures ont parcouru la pièce. C'est parce que mon fonds d'études s'est épuisé, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. J'ai affiché le PDF sur mon téléphone, projetant un calme que je ne ressentais pas entièrement. Sauf que je travaille dans la finance maintenant, et je sais comment tracer l'argent. Je me suis tourné pour faire face à la salle. Grand-mère et grand-père ont mis en place des fiducies pour les études de Valérie et moi quand nous étions enfants. Même montant, 80 000 € chacune. J'ai laissé ce chiffre s'imprégner. Valérie a utilisé le sien. Diplômée sans dette. J'ai pointé l'écran de mon téléphone. Ma fiducie a été retirée en totalité le 3 août 2016, un mois avant que je commence la fac. L'argent a été transféré sur un compte appartenant à Linda Dubois. La main de tante Patricia est allée à sa bouche. 80 000 €, ai-je répété.
Disparu dans le compte personnel de maman. Une semaine plus tard, j'ai balayé vers le document suivant. Elle a acheté une Audi neuve, content. Cet argent était pour les dépenses de la famille. La voix de maman est montée, défensive. Tu ne comprends pas. Je comprends les relevés bancaires. J'ai gardé ma voix égale. Je comprends les virements. Je comprends que tu as volé mon fonds d'études et que tu m'as laissé me noyer dans les dettes pendant que tu conduisais une voiture de luxe. Papa s'est levé lentement de sa chaise. Son visage était devenu pâle. Linda, a-t-il dit doucement. C'est vrai? Maman a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas encore fini. Ce n'est que le début, ai-je dit. La pièce était devenue plus froide, d'une certaine manière. Ou peut-être était-ce juste la façon dont les gens regardaient maman maintenant, avec moins de sympathie, plus de méfiance. J'ai ouvert la deuxième pièce jointe, un tableur. Ces 2 dernières années, j'ai reçu des lettres étranges des impôts, des avis de contrôle. Au début, je pensais que c'était une erreur. J'ai fait défiler le document. Ensuite, j'ai engagé un expert comptable pour creuser. J'ai tourné le téléphone pour que les gens proches puissent voir l'écran. Des colonnes de chiffres, des dates, des déclarations. De 2018 à 2024, maman m'a déclaré comme personne à charge sur ses impôts, 6 années consécutives. Cousin Michel a froncé les sourcils. Et alors? Les parents rattachent leurs enfants tout le temps. J'avais 22 ans en 2018, ai-je dit. Je vivais dans mon propre appartement, je payais mon propre loyer, ma propre assurance, tout. Je ne suis à la charge de personne depuis mes 21 ans. L'implication a atterri. J'ai vu la compréhension se répandre sur les visages. Chaque année, elle a reçu des avantages fiscaux en me déclarant. J'ai fait le calcul à voix haute. Total approximatif, 30 000 € de fraude fiscale en utilisant mon numéro de sécurité sociale. C'est un délit fédéral. Oncle Georges, un comptable à la retraite lui-même, a pris la parole, la voix sombre. Je sais. J'ai regardé maman. J'ai dû engager un expert pour nettoyer ce gâchis. 3 400 € de ma poche pour réparer ce que tu as fait. Les mains de papa agrippaient le bord de la table. Linda, tu m'as dit que Camille était d'accord avec cet arrangement. Richard, ne te mêle pas de ça. Mais c'était trop tard pour ça. La pièce changeait. Le récit changeait, et j'avais encore un fichier à leur montrer. J'ai laissé le silence s'installer. Maman me regardait différemment maintenant. La confiance avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose que j'avais rarement vu sur son visage. L'incertitude. Il y a encore une chose, ai-je dit calmement. Je n'ai pas encore ouvert le 3e fichier. Au lieu de cela, je lui ai posé une question. Maman, tu te souviens quand j'ai postulé pour mon premier appartement après la fac, celui à Boulogne? Elle n'a pas répondu. J'ai été rejeté. Le propriétaire m'a dit que j'étais fiché pour incident de paiement. J'avais 22 ans et un dossier qui disait que j'étais un désastre financier. J'ai fait une pause. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Je n'avais jamais eu de carte de crédit. La compréhension a émergé sur quelques visages autour de la pièce. Alors, j'ai demandé mon dossier à la Banque de France et savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai ouvert la 3e pièce jointe. Relevé bancaire, ouverture de crédit renouvelable, tous portant mon nom. 3 cartes de crédit ouvertes en 2016, 2017 et 2018. Toutes utilisant mon nom et mes informations, toutes plafonnées. J'ai laissé le chiffre tomber comme un marteau. 45 000 € de dette à mon nom pour des achats que je n'ai jamais faits. Tante Marthe a halté. C'est de l'usurpation d'identité, a dit oncle Georges platement. Linda, c'est grave. Il m'a fallu 4 ans pour blanchir mon nom, ai-je continué. 2 avocats, des centaines d'heures au téléphone, mais j'ai tout gardé. Chaque document, chaque relevé, chaque preuve. Un mouvement au bord de la pièce. Valérie se levait, attrapant son sac à main. Assieds-toi, Valérie. Elle s'est figée. Tu ne vas nulle part. J'ai croisé son regard. Parce que pour l'une de ces cartes de crédit, les relevés étaient envoyés à ton adresse. La couleur a quitté le visage de ma sœur. Je ne savais pas, a commencé Valérie. Ne fais pas ça.
Ma voix était calme, froide. J'ai les bordereaux de livraison, ton adresse, ta signature sur les confirmations de réception. La pièce s'est tournée pour regarder ma sœur, l'enfant doré, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Tu as reçu des colis à mon nom pendant 3 ans. Des sacs de créateurs, de l'électronique, des bijoux. J'ai affiché un reçu particulier. Y compris une bague de fiançailles, 8 000 €, débitée sur une carte à mon nom. Le mari de Valérie, Damien, a fixé la main de sa femme, le diamant scintillant sous les lumières de la salle à manger. Tu as porté mon identité volée à ton mariage, ai-je dit. Tu le savais, ou tu ne voulais juste pas le savoir? La voix de Valérie s'est brisée. Maman a dit que c'était une urgence. Elle a dit que tu ne le saurais pas. Je ne pensais pas qu'une urgence qui durait 4 ans acheter des sacs Gucci, c'était une urgence? Tante Patricia s'est levée de son siège, le visage cendré. Victoria, comment as-tu pu? Je ne savais pas que c'était illégal. Le calme de Valérie a volé en éclats. Des larmes coulaient sur son visage. Des vraies, peut-être. Ou peut-être juste la performance qu'elle avait apprise de maman. Elle m'a dit que Camille ne vérifierait jamais. Elle t'a dit de l'aider à me voler. J'ai fini la phrase. Et tu l'as fait. Les murmures s'étaient transformés en conversation ouverte maintenant. Les proches se parlaient, les voix montaient, certains sous le choc, certains en colère, certains se levant déjà, attrapant manteaux et clés de voiture. Mais il y avait encore une chose. La capture d'écran. Je ne l'avais pas encore ouverte. Celle que je gardais depuis 3 ans. Celle qui expliquait tout. J'ai regardé ma mère. Elle était pâle maintenant, tremblante. Il y a encore un fichier, ai-je dit. Mais celui-ci est le gros morceau. Maman a vu le changement dans la pièce. Elle sentait que ça lui échappait. Alors, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a changé de tactique. Ses épaules ont commencé à trembler. Ses yeux ont brillé de larmes. Elle a pressé une main sur sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Je n'arrive pas à croire ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant magnifiquement. J'ai tout donné à cet enfant. Tout. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Quelques proches ont hésité. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Nous sommes entraînés dès la naissance à réconforter une mère qui pleure. J'ai fait des erreurs, oui, mais je l'ai fait pour la famille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille. Elle a tendu la main vers le bras de papa. Richard, dis-leur. Dis-leur que je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Papa est resté rigide. Sa mâchoire travaillait silencieusement. Il n'a pas bougé vers elle. Maman s'est tournée vers grand-mère Élise. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un monstre. Grand-mère Élise est restée assise. Son visage était de pierre. J'écoute, Linda, a-t-elle dit calmement. J'écoute tout. Le désespoir de maman se voyait maintenant. La performance se fissurait sur les bords. Très bien. Sa voix s'est durcie. Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Tu veux jouer à ce jeu, Camille? Tu veux laver le linge sale devant tout le monde? Elle s'est avancée vers moi. Prêt. Trop près. Alors parlons de pourquoi, a-t-elle sifflé. Parlons de pourquoi je t'ai traité différemment toute ta vie. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses dont je t'ai protégé. Un avertissement. Une menace. Il y a des choses à propos de toi, petite fille, qui changeraient tout. Elle pensait qu'elle avait encore un levier. Elle pensait que son secret était plus gros que le mien. Elle avait tort. Tu as raison, maman, ai-je dit. Il y a quelque chose que je ne sais pas ou que je ne savais pas jusqu'à il y a 3 ans. Les yeux de maman se sont écarquillés légèrement, juste une fraction. De quoi tu parles? Il y a 3 ans, j'étais à l'appartement de Valérie. Elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle allait prendre un appel. Un message est arrivé. J'ai gardé ma voix égale. De toi. La couleur quittait le visage de maman maintenant. Je n'allais pas le lire, mais ton nom était là et l'aperçu montrait quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Camille.
Sa voix était un avertissement. Alors, j'ai fait une capture d'écran. Ne fais pas ça. Et je l'ai depuis 3 ans. J'ai sorti mon téléphone. 3 ans que tu m'humilies à chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille. 3 ans à avaler tes insultes et à ne rien dire. Le calme de maman s'est finalement brisé. Une vraie peur se lisait dans ses yeux. Je ne l'ai jamais utilisé, ai-je continué. Je me suis dit que je ne le ferais jamais. Que ce n'était pas mon secret à dire. Que peut-être que tu avais une raison d'être comme tu es. S'il te plaît. Le mot est sorti brisé. S'il te plaît, Camille. Quoi que tu penses savoir. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en prévoyant de faire ça. Ma voix était stable. Mais tu l'as fait, maman. Tu as planifié tout ça. Tu voulais m'humilier devant tout le monde. Tu voulais faire de moi la méchante de ton histoire. J'ai levé mon téléphone. Alors maintenant, je vais dire la vérité. Si tu m'as jamais aimé, a commencé maman. Aimé? J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai passé ma vie entière à essayer de gagner ton amour. Il s'avère que je n'ai jamais eu aucune chance. J'ai ouvert l'application Mail, sélectionné les 48 contacts, joint la capture d'écran. Mon pouce planait sur envoyer. C'est pour ça, ai-je dit doucement. C'est pour ça que tu m'as détesté depuis le jour de ma naissance. J'ai appuyé sur envoyer. Les notifications ont éclaté. 48 téléphones, 48 dignes. L'un après l'autre, une cascade d'alertes numériques qui a rempli la pièce silencieuse comme des coups de feu. Maman s'est jetée vers moi. Supprime-le. Fais-leur supprimer. Sa voix était rauque, désespérée. Oncle Robert a attrapé son bras. Linda, arrête. Mais tout le monde regardait déjà, lisait déjà. J'ai regardé leur visage alors que la capture d'écran se chargeait. De la confusion d'abord, puis la lente montée de la compréhension, puis le choc. La main de tante Patricia a volé à sa bouche. Oncle Georges s'est assis lourdement. Cousin Michel a carrément lâché son téléphone. La capture d'écran était un SMS de Linda Dubois à Victoria, Valérie, Dubois. Daté du 15 juillet 2023. Il disait, « Celle-là n'est pas l'enfant biologique de Richard. Ne le dis à personne. S'il l'apprend, il divorcera et je perdrai tout. » La pièce est devenue absolument immobile. Puis papa a parlé. Linda. Sa voix était à peine un murmure. C'est quoi ça? Maman tremblait. Toute la couleur partit de son visage. Ce n'est pas je peux expliquer, ce n'est pas ce que c'est. C'est vrai? La question flottait dans l'air. 28 ans de mariage. 28 ans à aimer une fille qui pourrait ne pas être la sienne. Maman ne pouvait pas parler. C'est Valérie, ironique et traîtresse Valérie, qui l'a confirmé. C'est vrai, a-t-elle dit doucement. Sa voix était creuse. Elle me l'a envoyé il y a 3 ans. Elle m'a fait promettre de ne jamais rien dire. Papa a émis un son d'animal blessé. Il s'est retourné et a marché vers la porte. Richard. Maman a tendu la main vers lui. Il ne s'est pas retourné. La porte d'entrée s'est ouverte, fermée. J'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer, entendu la voiture s'éloigner, et debout dans les décombres de sa propre création, ma mère m'a finalement regardé, pas avec colère, avec quelque chose de pire. De la peur. Le silence qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. 47 personnes traitaient la même information simultanément. 28 ans d'histoire familiale réécrits dans un seul SMS. Je n'étais pas la fille biologique de Richard Dubois, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé avec mes devoirs de maths, qui m'avait accompagné à l'école mon premier jour. Il n'était pas mon père biologique. Et ma mère le savait depuis le début. Soudain, tout prenait sens, le traitement différentiel, la critique constante, la façon dont elle me regardait, comme si j'étais un rappel de quelque chose qu'elle voulait oublier. Je n'étais pas une déception. J'étais une preuve. Tu as passé 28 ans à me punir, ai-je dit doucement. Pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'à chaque fois que tu me regardais, tu voyais ta propre erreur. La bouche de maman s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. J'avais 17 ans,
a-t-elle fini par dire. 17 ans et stupide. C'était une fois. Je me fiche de ce qui s'est passé il y a 29 ans. Ma voix était stable. Je me soucie de ce qui s'est passé chaque jour après. Chaque insulte, chaque comparaison avec Valérie, chaque fois que tu m'as fait sentir sans valeur. Grand-mère Élise s'est levée de sa chaise. Elle a bougé lentement vers maman. Un instant, j'ai cru qu'elle allait réconforter sa fille. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée à 1 mètre et l'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Du dégoût. Je me doutais, a dit Élise doucement. Pendant des années, je me doutais que quelque chose n'allait pas. La façon dont tu traitais cette gamine. Elle a secoué la tête. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Maman, s'il te plaît. 28 ans, a continué Élise. Tu as menti à tout le monde. À Richard, à la famille entière. Elle a fait une pause. À moi. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes maintenant. Je pouvais faire la différence. Mais personne n'a bougé pour la réconforter. La pièce s'est fracturée. Les gens ont commencé à bouger tous en même temps. Les voix se chevauchaient. Chuchotements choqués, questions colériques, le bruit des chaises repoussées. Je n'arrive pas à y croire. 28 ans de mensonges. Pauvre Richard. Mon Dieu, pauvre Richard. Tante Patricia a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte sans un mot. Oncle Georges a suivi, secouant la tête. Cousine Berthe était déjà au téléphone, probablement en train d'appeler quelqu'un qui n'était pas venu à la réunion. Ceux qui restaient regardaient maman différemment maintenant. Pas avec la déférence qu'elle avait cultivée pendant des décennies, mais avec quelque chose proche de la répulsion. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille, a crié maman. Son calme avait complètement disparu. Le mascara coulait sur ses joues en rivière noire. Je nous ai gardés ensemble. J'ai protégé tout le monde de la vérité. Tu t'es protégé toi-même, a corrigé tante Marthe doucement. C'est tout ce que tu as jamais fait, Linda. Autour de la pièce, les téléphones vibraient. L'exode avait commencé dans le groupe WhatsApp familial aussi. J'apercevais des écrans par-dessus les épaules. Les gens quittaient la conversation, bloquaient les contacts, tapaient des messages furieux. Maman s'est jetée sur mon téléphone. Supprime-le. Fais que tout le monde le supprime. Oncle Robert et Damien l'ont retenu. Je restais immobile au centre de tout ça, regardant 28 ans de mensonges soigneusement construits s'effondrer en temps réel. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Douce, chaude. Grand-mère Élise. Viens avec moi, a-t-elle dit doucement. Elle m'a guidé à travers le chaos. Passant devant des parents qui tendaient la main pour toucher mon bras. Passant devant des cousins qui disaient des choses comme « Je suis tellement désolé » et « Je n'avais aucune idée ». Nous nous sommes arrêtés près de la porte d'entrée. À travers la vitre, je pouvais voir que l'allée se vidait, les voitures partaient l'une après l'autre. « Tu es toujours ma petite fille », a dit Élise fermement. Sans ou pas sans. Ça ne change pas. Je l'ai cru. J'ai trouvé papa sur le parking. Sa voiture était toujours là, moteur tournant. Il n'avait pas dépassé le bout de l'allée. À travers le pare-brise, je pouvais le voir assis immobile, les 2 mains sur le volant, fixant le vide. J'ai toqué à la fenêtre passager. Il n'a pas répondu au début. Puis lentement, comme sortant d'un rêve, il s'est penché et a déverrouillé la porte. Je me suis glissé sur le siège à côté de lui. Nous sommes restés assis en silence. Le soleil de fin d'après-midi jetait de longues ombres sur le capot. À l'intérieur de la maison, je pouvais encore entendre des voix étouffées, des disputes, des pleurs. « Je suis désolé », ai-je finalement dit. Papa s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient rouges. « Non », a-t-il dit. « N'ose pas t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Il a ri. Un son brisé, douloureux. 28 ans, a-t-il dit. 28 ans que je t'aime. J'ai changé tes couches. Je t'ai appris à conduire. Je t'ai aidé à emménager dans ta chambre d'étudiante. Sa voix s'est brisée. L'ADN ne change pas ça. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, les premières de la journée.
Tu es toujours mon père et tu es toujours ma fille. Il s'est penché et a serré ma main. C'est la seule chose dont je suis sûr en ce moment. Quoi qu'il arrive d'autre, ça ne change pas. Nous sommes restés là un long moment, père et fille, liés par quelque chose de plus fort que la biologie. Je dois partir, a-t-il finalement dit. Je ne peux pas être dans cette maison en ce moment. Je ne peux pas la regarder. Je sais. Il m'a tiré dans une étreinte, maladroite par-dessus la console centrale, mais féroce. Tu as été plus courageuse que moi aujourd'hui, a-t-il dit dans mes cheveux. Tu as été plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Puis il m'a lâché, a passé la vitesse, et est parti. Je suis retourné dans la maison. La foule s'était considérablement éclaircie. Peut-être 15 personnes restaient, la plupart ayant l'air sous le choc et incertaines de devoir rester ou partir. La facture encadrée était toujours accrochée au-dessus de la cheminée, un monument à la cruauté de maman qui semblait maintenant presque pathétique. Maman était assise seule sur le canapé. Sa coiffure s'était défaite. Son maquillage était détruit. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine façon, comme si la révélation l'avait physiquement diminuée. Pour la première fois, je ne voyais pas le tyran qui avait régné sur mon enfance. Je voyais une femme de 54 ans dont la vie entière venait de s'effondrer. J'aurais dû me sentir victorieuse. Ce n'était pas le cas. Elle a levé les yeux à mon approche. Ses yeux étaient vides. Tu es contente maintenant? Sa voix était rauque. Tu as tout détruit. Non, maman. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Tu as fait ça il y a 28 ans. J'ai juste arrêté de t'aider à le cacher. Un sanglot lui a échappé, brut et laid. J'avais 17 ans, a-t-elle répété. J'avais tellement peur quand j'ai réalisé que j'étais enceinte et que ce n'était peut-être pas de Richard. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je ne le disais jamais à personne. Tu as pensé que si tu faisais en sorte que tout le monde me déteste d'abord, personne ne me croirait quand la vérité éclaterait. Elle n'a pas nié. À chaque fois que tu me regardais, tu voyais ton erreur, ai-je continué. Alors tu as passé presque 3 décennies à essayer de me faire disparaître. Faire de moi le problème, la déception. Celle qui ne manquerait à personne si j'arrêtais juste de venir. Maman a couvert son visage avec ses mains. Je ne savais pas comment me protéger autrement, a-t-elle chuchoté. En me détruisant? Elle n'avait pas de réponse à ça. Personne n'en a jamais. Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit calmement. Je n'ai pas fait ça pour te détruire. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de la vérité. 48 personnes avaient besoin de savoir que je ne suis pas la déception que tu as décrite. Maman a levé les yeux, le mascara coulant, brisé. Papa avait besoin de savoir pourquoi tu me traitais comme ça. Et toi? J'ai fait une pause. Tu avais besoin de savoir que j'ai cette preuve depuis 3 ans. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. 3 ans? J'ai répété. 3 ans que tu m'humilies à chaque fête, chaque anniversaire, chaque appel, et je n'ai jamais dit un mot. Je me suis penché en avant. Je ne l'ai utilisé aujourd'hui que parce que tu m'as forcé la main devant tout le monde avec ta petite facture. L'ironie ne lui a pas échappé. J'ai pu le voir s'enregistrer. À partir de maintenant, ai-je continué, je n'ai pas besoin que tu me reconnaisses. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai arrêté d'attendre ça il y a longtemps. Je me suis levé. Je n'ai besoin que d'une chose de ta part. Laisse-moi tranquille. C'est ma limite. Respecte-la. Tu ne peux pas juste. Je peux. Ma voix était toujours enveloppée de soie. Et si tu la franchis, si tu te pointes à ma porte ou contactes mon employeur ou essaies d'empoisonner quelqu'un d'autre contre moi, la prochaine conversation ne sera pas devant la famille. J'ai soutenu son regard. Ce sera avec le fisc et la police. Usurpation d'identité, fraude fiscale, vol de mon fonds d'études. J'ai tout documenté. Le visage de maman est devenu blanc. J'ai marché vers la porte. Au revoir, maman. Elle ne m'a pas rappelé. Pour la première fois en 28 ans, mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient parfaitement immobiles. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai besoin de savoir, ai-je eu raison de tout exposer devant toute la famille, ou aurais-je dû gérer ça en privé?
Laissez un commentaire avec le public ou privé et dites-moi pourquoi. Aussi, peut-on parler de grand-mère Élise une seconde? Elle a été étrangement calme tout ce temps. Et ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Mais d'abord, si cette histoire résonne différemment pour vous ce soir, abonnez-vous. Nous n'avons pas fini. Retour à cette nuit-là. Maxime m'attendait quand je suis rentré. Il n'a pas posé de questions tout de suite. Il m'a juste serré dans une étreinte qui a duré 3 minutes entières, puis m'a fait du thé et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, je me suis enfin autorisé à regarder mon téléphone. J'avais évité de le faire sur le trajet du retour. Les notifications étaient accablantes. Le groupe WhatsApp familial était un chaos. Message après message, les gens partageant leur choc, leur colère, leur soudaine clarté sur des années à être témoins du comportement de maman sans jamais le remettre en question. Et puis les blocages ont commencé à apparaître. Un par un, les membres de la famille retiraient Linda Dubois de leurs contacts, quittaient les groupes, se désabonnaient sur les réseaux sociaux. À minuit, j'en ai compté 47. Des messages privés inondaient ma boîte de réception. Je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé de ne jamais être intervenu, tante Marthe. Tu as été si courageuse aujourd'hui. J'aimerais avoir la moitié de ton courage, cousine Berthe. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, oncle Georges. Celui qui m'a fait pleurer venait de tante Patricia, la propre sœur de maman. Je t'ai laissé tomber, ma chérie. Pendant 28 ans, j'ai regardé et je n'ai rien dit. Ça s'arrête aujourd'hui. J'ai fait défiler chaque message, chaque excuse, chaque expression de soutien qui arrivait des décennies trop tard, mais qui comptait quand même. Maxime a pointé mon écran. Et la 48e personne? Ta grand-mère? J'ai vérifié. Pas de blocage de la part d'Élise, mais il y avait un SMS envoyé à 23h47. J'ai besoin de te voir demain. 9h chez moi. Viens seul. J'ai fixé ces mots. Quelque chose se passait. Quelque chose au-delà des retombées immédiates. Quoi que grand-mère Élise prévoyait, elle y avait clairement réfléchi depuis le moment où cette capture d'écran était apparue sur les téléphones de tout le monde, peut-être même avant. La ferme de grand-mère Élise semblait différente dans la lumière du matin, plus calme, plus vide. Les vestiges du chaos d'hier avaient été nettoyés. Les tables débarrassées, les chaises remises à leur place, la facture encadrée notablement absente de la cheminée. La porte d'entrée était ouverte. J'ai marché à travers le couloir familier jusqu'au bureau au fond de la maison. Grand-mère Élise était assise derrière son bureau en chêne. Des papiers étaient étalés devant elle, des documents à l'aspect officiel couverts de paragraphes denses et de signatures. Elle n'était pas seule. Un homme en costume gris se tenait à côté d'elle. Je l'ai reconnu. Maître Thomas Dupont, le notaire de la famille. Je l'avais rencontré une fois aux funérailles de grand-père. « Assieds-toi, ma chère », a dit grand-mère. J'ai pris la chaise en face d'elle. Mon cœur battait plus vite que je ne le voulais. « Je n'ai pas bloqué ta mère », a dit Élise directement. « Veux-tu savoir pourquoi ? » « Oui. Parce que la bloquer aurait été une gentillesse. » Sa voix était de fer. « Ce que j'ai fait à la place est permanent. » Elle a glissé un document sur le bureau vers moi. À 2h17 ce matin, j'ai appelé Thomas, je l'ai réveillé d'un sommeil profond. À 4h, nous avions finalisé les nouveaux papiers. Elle a tapoté le document. Mon testament a été modifié. J'ai regardé le papier. Le langage juridique nageait devant mes yeux. Je ne comprends pas. Ta mère devait initialement recevoir une part importante de ma succession. Cela a été réduit au minimum légal. Élise a croisé mon regard. Juste assez pour qu'elle ne puisse pas contester le testament. Ta part a été considérablement augmentée. Elle a fait une pause. Celle de ton père reste la même. Il est une victime dans tout ça aussi. Grand-mère, je ne m'attendais pas à. Je sais. Sa voix s'est adoucie. C'est précisément pourquoi tu le mérites. Maître Dupont s'est raclé la gorge. Pour la clarté, Madame Harrison a redistribué sa succession en utilisant la quotité disponible en votre faveur. Merci, Thomas. Je vais expliquer.
Grand-mère Élise a repris le document. Ce n'est pas une punition. C'est une question de justice. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre, regardant la propriété, des hectares de terre normande qui étaient dans notre famille depuis 3 générations. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas il y a des années, a-t-elle dit doucement. La façon dont Linda te traitait, les excuses, le favoritisme si flagrant que ça me mettait mal à l'aise. Elle s'est retournée pour me faire face. Quand ton grand-père était vivant, nous avons essayé d'intervenir. Nous avons mis en place ce fonds d'études spécifiquement parce que nous craignons que Linda gère mal les choses. Son expression s'est assombrie. Nous n'avons jamais imaginé qu'elle volerait son propre enfant. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû regarder de plus près. La voix d'Élise s'est brisée juste un peu. J'aurais dû poser plus de questions. Quand tu as obtenu ton diplôme avec toutes ces dettes, j'ai offert d'aider, mais Linda m'a dit que tu refusais. Elle a dit que tu voulais prouver que tu pouvais le faire toi-même. Ma mâchoire s'est serrée. Un autre mensonge. Une autre manipulation. Je l'ai cru. Élise a secoué la tête. Je ne ferai plus cette erreur. Elle a fouillé dans le tiroir de son bureau et a sorti une enveloppe, couleur crème, épaisse. Mon nom était écrit dessus de son écriture soignée. C'est le cadeau de fin d'études que j'ai essayé de te donner il y a 6 ans. Linda l'a intercepté, m'a dit que tu n'en voulais pas. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 € daté de 2020. Et en dessous, une lettre manuscrite. À ma petite fille Camille. Que ton avenir soit plus brillant que quiconque ne l'espère. Tu as toujours été spéciale. Ne laisse personne te dire le contraire. Avec amour, grand-mère Élise. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. Je marchais vers ma voiture quand Valérie est apparue. Elle devait attendre dehors, guettant mon départ. Son visage était bouffi d'avoir pleuré, pas de maquillage, cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air plus humaine que je ne l'avais vue depuis des années. Camille, attends. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. S'il te plaît, a-t-elle dit, juste 2 minutes. Je me suis tourné, j'ai attendu. Valérie a pris une respiration tremblante. Je sais que je ne mérite rien de toi. Je le sais. Tu as raison. Je ne mérite rien. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Elle luttait avec les mots. Je ne savais pas pour les cartes de crédit. Pas au début. Quand je l'ai découvert, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Sa voix s'est brisée. J'avais peur. J'avais tellement peur de devenir toi. Que maman se retourne contre moi comme elle s'est retournée contre toi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais de la reconnaissance. Alors tu l'as aidé à me faire du mal, ai-je dit. Pour te protéger toi-même. Oui. Valérie a essuyé ses yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et je suis désolé pour tout ça. Nous étions là, 2 sœurs sur les côtés opposés d'un fossé qui ne se refermerait peut-être jamais complètement. Je ne peux pas te pardonner maintenant, ai-je dit finalement. Peut-être jamais. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. La peur fait faire des choses terribles aux gens. J'ai fait une pause. Regarde maman. Valérie a hoché la tête. Si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai besoin de temps. Je sais. Nous ne nous sommes pas enlacés, n'avons pas fait de promesses, juste un hochement de tête l'une vers l'autre et nous avons marché vers nos voitures respectives. Ce n'était pas une conclusion, mais c'était honnête. C'était plus que ce que nous n'avions jamais eu auparavant. Une semaine plus tard, l'image complète a émergé. Tante Patricia m'a appelé avec des nouvelles. Elle était devenue ma liaison non officielle avec le chaos familial que j'avais laissé derrière moi. Ta mère a découvert pour le testament, a dit Patricia. Maître Dupont lui a envoyé la notification. Comment l'a-t-elle pris? Une pause. Elle a appelé ta grand-mère en hurlant, a menacé de poursuivre, a menacé de contester, a dit qu'Élise était sénile et manipulée. Et qu'est-ce que grand-mère a dit? Une phrase. Puis elle a raccroché. C'était quoi la phrase?
La voix de Patricia contenait quelque chose comme de l'admiration. Tu as fait tes choix pendant 28 ans. J'ai fait les miens. J'ai laissé ça s'imprégner. Et papa, ai-je demandé. Il a déménagé. Il vit chez son frère à Lille. Les papiers du divorce ont déjà été déposés. 30 ans de mariage défait en une semaine. Et maman est seule, Patricia. Elle appelle tout le monde pour demander du soutien, demandant aux gens de contacter Élise en son nom. Personne ne répond. J'aurais dû ressentir du triomphe. Je ne le ressentais pas. Tu te sens coupable, m'a demandé Maxime ce soir-là après que je lui ai rapporté la conversation. J'y ai pensé, j'ai vraiment considéré la question. Non, ai-je dit finalement. Mais je ne me sens pas victorieuse non plus. Je me sens juste libérée. Maxime a attendu. C'est comme une plaie qui a été infectée pendant des années, ai-je continué. Ce qui s'est passé hier, c'était la chirurgie. Ça fait mal. C'est moche. Mais maintenant, ça peut vraiment guérir. Il m'a serré contre lui. C'est fini? J'ai pensé au chèque de grand-mère Élise déposé sur mon compte. Au message de soutien de parents que je connaissais à peine. Au silence de la femme qui m'avait donné naissance. L'explosion est finie, ai-je dit. Maintenant vient la partie où on voit ceux qui restent debout. Il s'avère qu'il en restait plus que je ne l'espérais. 2 mois après la fête des mères, la vie a trouvé un nouveau rythme. Mon dossier bancaire, nettoyé des cartes frauduleuses de maman, est redevenu sain. Mes prêts étudiants sont tombés à 20 000 euros. J'avais fait un paiement important avec le don de grand-mère Élise, pas pour effacer la dette entièrement, mais pour me prouver que je pouvais gérer. Maxime et moi avons emménagé ensemble. Un nouvel appartement à Levallois, une chambre de plus que mon ancien endroit, une cuisine avec un vrai plan de travail. Nous l'avons choisi ensemble. L'avis de personne d'autre n'a été demandé ou requis. Papa est venu le voir le jour du déménagement. Il a apporté une plante verte et une bouteille de vin. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de plus léger en eux. « Comment vas-tu » ai-je demandé pendant que Maxime déballait des cartons dans l'autre pièce. « Ça va », il a posé la plante sur le rebord de la fenêtre. « Le divorce sera finalisé le mois prochain. Je reste chez ton oncle Bill jusqu'à ce que je sache quoi faire. » Et émotionnellement ? Il a esquissé un petit sourire. 28 ans de mensonges, c'est beaucoup à traiter. Mais tu sais quoi ? Je ne regrette pas un seul jour d'avoir été ton père. Pas un seul. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment. Les dîners du dimanche sont devenus notre nouvelle tradition. Juste nous. Parfois Maxime se joignait à nous. Parfois grand-mère Élise descendait de Normandie. Des heures simples, calmes. Puis, 3 semaines après notre déménagement, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. Cachet de la poste de la Creuse. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Une lettre. Chère mademoiselle Dubois, j'ai reçu votre profil ADN via un site de généalogie et j'ai découvert que nous partageons un lien biologique. Je m'appelle Michel. Je crois que je pourrais être votre père. Je ne cherche rien de vous. Je pensais juste que vous devriez savoir que j'existe. Si jamais vous voulez parler, je suis là. Un numéro de téléphone était imprimé en bas. J'ai fixé la lettre pendant 3 jours avant de la montrer à Maxime. « Qu'est-ce que tu penses » a-t-il demandé. Je ne sais pas. J'ai passé 28 ans avec un père. Maintenant il pourrait y en avoir 2. La lettre de Michel était prudente, respectueuse. Il n'exigeait pas une relation ni ne s'immisçait dans ma vie. Il se faisait simplement connaître. Selon les brefs détails qu'il avait partagés, lui et ma mère avaient été collègues il y a près de 30 ans. Une brève relation. Elle y avait mis fin soudainement, et il n'avait jamais su pourquoi. Il avait déménagé dans la Creuse, construit une vie, eu d'autres enfants. Quand un parent a mentionné le scandale familial qui s'était répandu via les rumeurs sur les réseaux sociaux, il avait fait un test ADN. La correspondance était concluante. Il ne demande pas à être ton père, a dit Maxime prudemment. Richard est ton papa. Ce type le sait. Je sais, mais si je veux le connaître un jour ? Pas maintenant, mais éventuellement. Maxime a pris ma main.
Tu as passé 28 ans à laisser d'autres personnes définir ton identité. Ta mère a décidé qui tu étais censé être. Ta famille l'a cru. Il a serré doucement. C'est ton choix. Celui de personne d'autre. J'y ai pensé longtemps. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et composé un court email. Cher Michel, j'ai bien reçu votre lettre. Merci de m'avoir contacté avec tant de respect. Je ne suis pas encore prête à nous rencontrer ou à parler. J'ai besoin de temps pour tout assimiler, mais je voulais que vous sachiez que j'apprécie que vous n'insistiez pas. Je vous contacterai quand et si je suis prête. Pour l'instant, merci de m'avoir fait savoir que vous existez. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur et préparé le dîner. Certaines réponses peuvent attendre. J'avais déjà trouvé celle qui comptait le plus. Elle s'est montrée un mardi. Je sortais de mon immeuble de bureau quand je l'ai vue debout près de l'entrée, plus maigre que dans mes souvenirs, plus vieille. Les vêtements de créateur remplacés par quelque chose de plus simple. Camille. Je me suis arrêté de marcher. J'ai essayé de te joindre, a-t-elle dit. Tu as bloqué mon numéro. Mes emails me revenaient. C'est intentionnel. Je sais. Juste. Elle a fait un pas en avant. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je voulais dire. Stop. Elle s'est figée. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit calmement. Tu ne peux pas te pointer à mon travail et prétendre qu'on vit un moment de réconciliation. Ce n'est pas comme ça que les limites fonctionnent. Je suis ta mère. Tu es la femme qui m'a volé, a menti sur moi, et m'a psychologiquement maltraité pendant 28 ans parce que tu ne pouvais pas affronter ta propre culpabilité. J'ai gardé ma voix égale. On ne va pas prendre un café et discuter. On n'est pas en thérapie familiale. On n'est rien. Tu ne peux pas juste me couper les ponts pour toujours. Je ne te coupe pas les ponts pour toujours. Je te coupe les ponts jusqu'à ce que tu apprennes que mon nom veut dire non. J'ai soutenu son regard. Ça pourrait être pour toujours. C'est ton choix maintenant, pas le mien. Son visage s'est effondré. Pendant un instant, j'ai vu la fille de 17 ans qui avait fait une erreur et passé des décennies à essayer de l'enterrer. Mais la sympathie et les limites ne sont pas mutuellement exclusives. Au revoir, maman. Je suis passé devant elle vers ma voiture. Elle n'a pas suivi. Alors que je sortais du parking, je l'ai aperçue dans le rétroviseur, toujours debout là, me regardant partir. Mes mains étaient stables sur le volant. Pour la première fois de ma vie, elle ne tremblait pas. C'est à ça que ressemble la liberté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous voyez dedans, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas ce qu'ils disent de vous. Vous n'êtes pas la déception. Vous n'êtes pas la difficile. Vous n'êtes pas l'enfant à problème ou le mouton noir ou peu importe l'étiquette que les gens qui devraient vous aimer ont choisi de vous coller au lieu d'examiner leurs propres échecs. Parfois, les gens les plus proches de nous sont ceux qui nous blessent le plus. Et poser des limites avec eux, refuser d'absorber leur cruauté, ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Ma mère m'a envoyé une facture de 320 000 €. Elle a calculé le coût de mes couches et de mon appareil dentaire et de mes fêtes d'anniversaire. Mais elle n'a jamais calculé le coût de ce qu'elle m'a fait. Les années à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien, les nuits à pleurer seul, les opportunités volées, la confiance écrasée. Il n'y a pas de prix pour ça. Et il n'y a rien qu'elle puisse payer pour me récupérer. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Peut-être qu'un jour je lui reparlerai. Peut-être pas. Mais pour la première fois de ma vie, c'est mon choix, pas le sien. Papa et moi dînons ensemble tous les dimanches. Grand-mère Élise appelle tous les mercredis. Je reconstruis doucement des liens avec des cousins et tantes qui me voient enfin clairement. Et Maxime, il m'a demandé la semaine dernière si je voulais regarder les bagues de fiançailles. J'ai dit oui. La vie continue. Différente, meilleure, la mienne. Alors, si vous êtes là dehors, piégé dans votre propre version de cette histoire, sachez qu'il y a un autre côté. Sachez que la vérité a du pouvoir. Sachez que les limites sont des ponts vers la liberté. Vous valez plus que les gens qui n'ont pas su vous aimer. Je suis Camille Dubois et ma facture est réglée.